causée par l'explosion de vos obus a couvert le paysage d'un brouillard épais. Mais 3 ou 4 autres obus allemands viennent d'éclater dans la direction de San Leonardo. Le petit village encaisse donc encore, et l'ennemi gaspille ses obus, puisque ceux qui se trouvent dans les environs jouissent d'abris solides et confortables. Il n'y a pas à dire, le barrage dressé par nos batteries est assourdissant. Et à moins qu'on fasse encore, plutôt, à moins qu'on fasse erreur, il semble être le prélude d'une grande déconfiture pour les Boches. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada, qui vous parle d'Italie. Le 28 juin 1943, la première division d'infanterie et la première brigade blindée canadienne quittent l'Angleterre pour arriver en vue des côtes de la Sicile le 10 juillet à l'heure prévue. La 7e armée américaine se porte à l'assaut du secteur de gauche. Le 13e corps britannique débarque dans le secteur de droite. Le 30e corps de la 8e armée Montgomery, les rats du désert, auxquels sont intégrées les formations canadiennes, doit s'emparer des plages du centre avec Paquino et son aéroport comme premier objectif. Les villes et les villages tombent entre leurs mains. Souvent presque sans coup férir, les routes étroites et sinueuses sont un des obstacles majeurs à l'avance des Canadiens. Du 10 au 14 juillet, le progrès des troupes est rapide à travers un territoire où le feu précis de notre artillerie a accumulé les ruines. Le plus dur est à venir. Aux Canadiens, le commandement supérieur donne Leonforte comme prochain objectif. Et maintenant, ce ne seront plus les Italiens qui leur font face, mais bien les troupes allemandes, aguerries, disciplinées. Les chars Sherman de la première brigade blindée, dont le célèbre régiment des Trois-Rivières forme l'éperon de l'assaut canadien. Le tir précis et dévastateur de leurs canons de 75 réduisent les positions de défense ennemies, devant l'infanterie de la première et de la deuxième brigade, et devant la 3e brigade dans laquelle s'illustre le Royal 22e régiment, sous les ordres du lieutenant-colonel J.P.E. Bernacchi. Finalement, après 8 jours de combats acharnés marqués d'exploits, les premiers éléments s'emparent de Leonforte, et la première division canadienne a fait ses preuves. Les canons refourbis préparent l'assaut des positions échelonnées sur la route d'Agira, qu'il s'agit de prendre dans le plus bref délai possible. Le 26 juillet, le feu conjugué de 4 régiments d'artillerie de campagne, d'un régiment d'artillerie moyenne et d'un groupe de mortiers de 4.2 déchire la nuit. Le bombardement se continue de jour et les Allemands, se regroupant sous la mitraille, lancent des contre-attaques énergiques qu'il faut constamment repousser pour arracher pas à pas les positions élevées d'où l'ennemi barre la route. À côté des fantassins, les observateurs de l'artillerie de leurs postes avancés règlent stoïquement le tir de leurs batteries. Les sapeurs du génie, comme les mitrailleurs, sont la cible constante du tir ennemi. Puis ce sont les violents engagements dans les environs d'Agira, défendus par les troupes fraîches de la 29e division des grenadiers Panzer. Le 28 juillet au matin, l'ennemi abandonne ses positions et se replie dans Agira. Dans l'après-midi, les Canadiens pénètrent dans la ville. Et c'est le stade des combats de rue où l'infanterie, soutenue par les chars, déblaye la ville quartier par quartier. Les prisonniers se chiffrent à 691 et des éléments complets des 15e et 29e divisions Panzer ont été littéralement taillés en pièces. Le soir du 30 juillet, les cornemuses du Seafort sonnent la retraite sur la place publique d'Agira. La participation canadienne à la campagne de Sicile se termine 7 jours plus tard avec la prise d'Aderno. La première division canadienne maintenant aguerrie trouve un repos mérité avant de se lancer à l'assaut de l'Italie. Le 3 septembre, à la faveur de la nuit, après un tir concentré de 530 canons, la 5e division britannique et la 1re division canadienne franchissent le détroit de Messine
et débarquent sans rencontrer de résistance sérieuse sur les plages voisines de Reggio. Pendant 17 jours, on courut à l'ennemi, jusqu'à Potenza où se déroule le premier engagement de la campagne, auquel participe le Royal 22e Régiment. D'avoir conquis ce terrain en 2 semaines, vaut au général Simmons une lettre de son supérieur immédiat, le général Dempsey. Je veux espérer que vous vous rendez compte de l'ampleur de votre succès à Potenza et du puissant effet qu'il a eu sur l'opération militaire américaine à Salerne. Je vous offre à vous et à votre division mes plus sincères félicitations. De septembre à décembre, la première division canadienne combat sans relâche. L'ennemi défend avec fougue San Leonardo et la rive escarpée du fleuve Moro. Les Canadiens, le 9 décembre, les en délogent définitivement, ce qui fait dire à l'analyste du quartier général que nous avons livré aux Allemands notre première bataille réelle à l'échelon de la division. La prise de San Leonardo et de l'escarpement du Moro ouvre la route d'Ortona, port de mer de l'Adriatique, que la Marine royale souhaite obtenir intacte afin de l'utiliser dans le plus bref délai. Mais avant de prendre Ortona, il faut capturer le ravin et le carrefour des routes appelé Casa Berardi. C'est à Casa Berardi que le capitaine Paul Triquet, aujourd'hui brigadier, se mérite la plus haute décoration militaire, la Croix Victoria. Cette région au seuil d'Ortona fut le théâtre de combats sanglants, d'attaques répétées, d'exploits étonnants. Les Allemands, dont les parachutistes affichent une ténacité et un acharnement dignes d'une meilleure cause. Les Canadiens ont enfin raison de ces troupes souvent fanatiques et leur fait d'armes, dont Casa Berardi, passe à l'histoire. Trois mois se sont écoulés depuis le débarquement à Reggio de Calabre, 3 mois de combats épuisants qui ont porté la première division du détroit de Messine jusqu'à Ortona sur l'Adriatique. La marine a besoin d'Ortona pour ravitailler la 8e armée. Aux troupes canadiennes, on confie la mission de capturer ce vieux port. En haut lieu, on ne s'attend pas à une résistance bien sérieuse. C'est pourtant tout le contraire que nous réservent les Allemands. L'état-major veut faire d'Ortona une zone de ravitaillement et un centre de repos. On lui épargne donc les coups des bombardiers lourds et des bombardiers légers ainsi que des chasseurs. La 2e brigade, se heurtant à une résistance d'une âpreté inattendue, organise elle-même son tir de barrage aux approches de la ville. Les routes sont jonchées de pièges et de mines. Mais aux premières lueurs du jour, l'Edmonton Regiment s'avance dans Ortona. J'ai été témoin de la bataille d'Ortona, l'une des plus dures qu'aient livrées les Canadiens pendant toute la guerre. L'utilisation audacieuse de leurs chars par les escadrons du désormais célèbre 12e régiment blindé des Trois-Rivières, dans des circonstances généralement considérées défavorables par les experts de la guerre blindée, permet à l'infanterie de s'emparer de la place municipale et des positions défensives favorables de l'ennemi qui deviennent son tombeau. La bataille d'Ortona se transforme en un corps à corps avec l'élite de l'armée allemande. Les soldats canadiens se conduisent partout en héros. Ils acquièrent une telle technique des combats de rue qu'elle sera étudiée à fond par les instructeurs de toutes les armées alliées. Ortona a ceci de particulier qu'elle ne sera pas détruite par les bombardements, mais bien, comme le relatent les chroniques de l'époque, qu'on la démolit maison par maison, étage par étage, mur par mur. Les parachutistes allemands y défendent chacune des maisons, ces maisons de pierre italiennes qui deviennent autant de places fortes. On se bat dans les décombres aux étages supérieurs et inférieurs, et les débris sont remplis de mines anti-chars et de mines antipersonnelles. En Italie, les Allemands ont fait preuve d'une ingéniosité presque démoniaque dans leur disposition des mines et des pièges, à ce point que le général Alexander écrivait « Oui, toutes les routes mènent à Rome, mais toutes les routes sont minées ». Il en était ainsi à Ortona, et il convient de signaler le superbe appui donné aux fantassins par les canons antichars et les canons à obus de 6 livres, dont le tir dévastait les immeubles occupés par l'ennemi.
Le 27 décembre, après un bien triste Noël, Ortona est définitivement entre nos mains. Et bientôt, plus grande et plus tenace que toutes les armées, que toutes les guerres du monde, la vie reprend petit à petit ses droits. Tandis qu'à quelque temps de là, rejointe par la 5e division blindée canadienne, la 1re division glorieuse mais décimée se voit accorder un repos bien mérité.